quotidien. Oui, donc qui est envoyé journaliste au quotidien de La Réunion. Et, comment ils arrivent à votre groupe comment ils viennent? Ceux qui sont déjà harcelés, qui sont déjà repérés comme harcelés, ou c'est n'importe qui peut venir? On est principalement par des établissements scolaires. On travaille aussi en alliance avec des établissements scolaires qui ont repéré certains jeunes et qui sont ensuite qui ont des entretiens en fait avec Françoise Jasmin, la psychologue référente. Et une fois qu'il y a eu ce premier entretien, on voit si l'enfant est prêt à venir, pour la réunion, prêt à venir sur le local des centres reliés, ou s'il souhaite plutôt être accompagné en ligne. Donc, je laisserai Françoise Jasmin peut-être compléter, parce que c'est elle qui est en première ligne dans notre association pour accueillir ces jeunes. Oui, alors je vais compléter. Alors, je pense que vous parlez quand même de détection lorsque vous posez cette question. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une chose extrêmement importante, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper. Cela signifie que finalement, les collèges, les établissements qui nous contactent pour les enfants, ce sont des personnes avec qui on a créé des relations de confiance et qui n'ont pas peur, entre guillemets, de nous dire, voilà, il y a un enfant qui a changé de comportement, on se pose des questions. Et donc, cela est suffisant pour que nous puissions ensuite dialoguer avec cet enfant. Alors, on n'estampille pas un enfant en tant que personne harcelée, on voit juste avec l'enfant s'il est en situation de souffrance. Généralement, un enfant, tout comme n'importe quel être humain, s'il est en situation de souffrance, c'est qu'il y a quelque part un petit traumatisme relationnel qui traîne, ou en tout cas quelques difficultés relationnelles. Alors, on n'a pas la prétention de se situer dans la guérison, la prévention ou je ne sais trop quoi. On a plutôt le souhait de ne pas rater quelque chose et ne pas avoir des pourcentages plus élevés d'enfants qui passent à l'acte, comme on l'a dit précisément. Donc, le mot harcèlement est très utile et très important, mais on ne reste pas sur ce terme-là. On reste juste sur l'état de souffrance de l'enfant. Est-ce que, au travers de ce qu'on propose, on pourrait éviter qu'il soit harcelé, ou est-ce qu'on peut éviter qu'il continue à être harcelé, ou est-ce qu'on peut éviter certaines séquelles du harcèlement? Alors, on n'a pas trop parlé de ça là, mais il faut vous dire que lorsqu'il y a cette phase de harcèlement dans la vie, donc comme on vous l'a dit, qui est très courante, très commune, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Il y a des impacts toute sa vie. Et donc, vous savez, je suis psychologue et donc j'ai travaillé avec tout type de population et je continue d'ailleurs. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est de travailler avec des personnes qui venaient de prendre leur retraite. Et finalement, en entretien psychologique, une des premières choses qui ressurgit, c'est ce qu'ils ont vécu à l'école, comme si cette parenthèse emploi n'avait plus permis de parler, il n'y avait plus l'espace pour ça, l'énergie pour ça, ou en tout cas le souvenir pour ça. La personne était mobilisée par son emploi et ses préoccupations évidemment familiales et autres. Le moment de la retraite, moment de relâchement, au moment de retour en arrière, au moment de dire ce qui s'est passé vraiment, puisque là, à ce moment-là, il n'y a plus d'enjeu. Finalement, on pourrait dire que la retraite, c'est un peu les moments qu'on accorde aussi, que ce soit dans la case des métiers ou au niveau du Discord, un moment de répit sans enjeu, neutre. Et donc, c'est là que moi, je vois apparaître des personnes qui, à la retraite, me disent « j'ai besoin de parler ce que j'ai vécu ». Donc, sur ce plan-là. Alors, généralement, c'est à l'école, tout simplement parce que c'est là où on passe le plus de temps, mais pas que, bien évidemment. Mais c'est le harcèlement en général, c'est-à-dire la relation dominée-dominant qui fait que j'ai été blessée, profondément blessée à vie. Nous avons, nous, des enfants qui développent des choses que vous n'imaginez pas. Je vais vous citer un exemple. Et c'est l'exemple, ma foi, évidemment, le pire la pire des choses serait de passer à l'acte de n'importe quelle façon que ce soit. Mais les enfants passent à l'acte aussi autrement, tout en restant sur notre terre. Et il y a un des symptômes qui est récurrent dans le cas du harcèlement, c'est ce qu'on appelle la phagophobie. Ce sont des enfants qui n'arrivent plus à ingérer d'aliments solides.
C'est-à-dire que la glotte, alors je ne suis pas médecin, mais dans les grandes lignes, la glotte va bloquer lorsque un être humain pense qu'il va avaler quelque chose de dangereux ou un poison ou autre. Eh bien là, figurez-vous que toute chose qui vient de l'extérieur est bloquée par la glotte et donc les aliments. Donc ce sont des enfants qui vont être amenés à maigrir très rapidement. Ce sont des enfants qui ne sont pas compris par l'environnement parce qu'on va leur dire pourquoi tu fais des caprices, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne manges pas ma bonne purée, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux te désocialiser en n'allant plus à la cantine, etc. Donc quand on parle de signaux faibles, je peux vous dire que c'est des signaux faibles qui sont des signaux très très forts, mais qu'on ne peut pas décrypter parce qu'on n'est pas habitué à les décrypter. Quand un enfant arrive en retard à l'école, on va lui dire qu'il est feignant. Quand un enfant dit j'ai mal au ventre, on va lui dire c'est de la comédie. Mais parce qu'on a été éduqué comme ça aussi. Et donc, vous voyez à quel point pour un adulte, c'est très difficile de décrypter. Et en même temps, ça peut être très facile en se disant, eh bien, écoute, je vais arrêter de mettre mes lunettes d'adulte, je vais mettre des lunettes un peu plus humaines, c'est-à-dire au départ de l'humanité, il y a l'enfant, dans ce qu'il peut manifester. Donc, quand vous parlez de détection et qui nous les envoie, alors maintenant c'est de bouche à oreille, donc c'est entre parents aussi, mais c'est surtout des personnes tout simplement avec qui nous avons, des adultes avec qui nous avons développé une confiance, mais des adultes aussi pour lesquels nous avons expliqué notre démarche au niveau du harcèlement, harcèlement dans lequel ils se reconnaissent. Soit ils ont été harcelés, soit harceleurs, soit témoins, mais dans tous les cas, ils ne sont pas insensibles. Et en parler de la façon la plus authentique et sincère possible leur permet aujourd'hui d'avoir une parole qu'ils n'ont pas pu avoir avant, les autorise aussi à avoir des actions. Je vais compléter juste parce que ce point est vraiment très important et c'est vraiment merci pour cette question qui est vraiment importante. C'est ce qu'il faut comprendre. Si on prend par exemple sur le département de la Réunion dans son ensemble, le nombre de signalements pour ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, hein, nous on préfère enlever le mot scolaire parce que quelque part quand on est harcelé, que ce soit en ligne ou autre part, les conséquences ont lieu sur tout l'environnement de l'enfant. Hein. C'est la même chose en fin de compte. C'est le même traitement. Mais en fin de compte, le nombre d'enfants victimes va se compter en centaines sur un département entier. Et de l'autre côté, vous savez que le chiffre du nombre d'enfants harcelés, c'est un enfant sur 3. Donc en fin de compte, on a un décalage complet de chiffres. Aujourd'hui, le nombre. Pourquoi on a ce décalage? C'est que y a eu un souhait de pénaliser le harcèlement, de dire à un moment donné, c'est quand je fais une déclaration et un signalement, ce qui est important, ça a une valeur pénale, et donc ça rentre dans un processus judiciaire avec des sanctions, etc., qui sont demandées hein, par les enfants victimes. Etc. Le problème de cette pénalisation, c'est que lorsque y a une situation, les gens vont dire, mais est-ce que tu es sûr que tu vas signaler? Parce que si tu signales, tu rentres dans une procédure pénale. Et en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'enfant qui est victime ou pour ses parents, il y a toujours un doute sur la gravité de ce qu'il vit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est, je dirais, la vie de tous les jours? Est-ce que c'est moi qui suis différent? Donc c'est normal que les gens se comportent comme ça. Donc est-ce que ce qu'est en train de vivre mon enfant, est-ce qu'il a un problème, un trouble, etc., est-ce que je dois appeler ça du harcèlement ou pas? Et donc on a finalement une masse de situations dans lesquelles on n'ose pas mettre ce mot harcèlement, donc on n'ose pas agir en conséquence. Et donc souvent, on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on colmate. Donc ce qu'on essaye de faire sur les territoires, c'est effectivement de créer, alors on s'appuie beaucoup sur les associations de parents d'élèves également, parce que c'est vraiment des acteurs qui sont en contact des parents, mais également avec des associations du territoire qui peuvent être spécialisées sur des thématiques et avoir des situations qu'ils n'arrivent pas à gérer, hein, parce que c'est une situation qui est complexe. Et ce qu'on essaye de faire dans ces groupes d'échange, c'est de dialoguer non pas sur le harcèlement, mais sur cette question de changement de comportement, de situation d'isolement que peut vivre l'enfant, pour pouvoir expliquer aux parents ce que vient d'expliquer Françoise, d'une situation que peut vivre l'enfant. Et dès qu'un enfant nous est présenté, on ne va pas regarder s'il est estampillé harcèlement ou pas, on va juste écouter qu'il y a un enfant qui est en souffrance et qu'il faut agir en tant qu'adulte. Donc maintenant, on pourrait appeler ça, on est une action sur la souffrance, mais les gens ne comprendraient pas, donc on a mis le mot harcèlement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vient travailler cette souffrance de l'enfant qui, de toute façon, prend ses racines dans des situations de harcèlement.
Est-ce qu'on peut aussi compléter, donc on parlait de situation pénale, il y a une chose qui est très importante à comprendre aussi, c'est que les parents n'iront faire une main courante, voire une plainte, que s'ils sentent que les adultes autour d'eux ne comprennent pas. Donc les parents, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas du tout envie de porter plainte contre un enfant. C'est contre nature pour des parents. Donc l'idée aussi, c'est d'arriver à soulager cette relation entre, si c'est dans l'urgence et qu'on n'a pas pu sensibiliser avant autant que faire se peut, l'idée finalement, c'est d'arriver à soulager une situation, une relation entre des adultes. Et c'est pour ça que je disais précédemment aussi, entre guillemets, avant même de s'occuper des enfants, il est nécessaire de s'occuper des adultes et du regard de l'adulte. C'est extrêmement important sur tous les plans.